La question que nous vous posions était la suivante. Croyez-vous, oui ou non, à un accord sur les otages début de semaine prochaine, comme le prétendait Joe Biden? Alors, Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs de cette question? Sont-ils optimistes ou pessimistes? Ah non, franchement, ils y croient pas du tout, là, nos auditeurs, Didier. 67% de non sur X et c'est le moins. Après, on est à 70 de non sur Facebook et 74 de non sur Insta. Donc, c'est non, non et non, hein. Donc, clairement, visiblement, il y a personne qui y croit à cette affaire-là, malgré les propos de Joe Biden. Et donc, on va demander son avis à notre invité. Ori Sachar, bonjour. Bonjour, Shalom, Boker Tov. Vous êtes spécialiste de l'Iran, ancien de l'unité 8200 et membre des Bitronistim, les sécuritaires. Alors, est-ce que vous étiez plus optimiste que ça, Or? Bon, en fait, il faut avouer qu'on ne sait pas. En fait, vous savez, c'est une méthode, c'est mettre les cartes sur la table et dire oui, jusqu'à la fin du week-end, jusqu'à lundi, jusqu'à mardi, on aura un accord. Bah, en fait, il faut peut-être adapter la méthode de l'Iran et de Hamas, c'est-à-dire rester un peu pas très transparent sur les intentions. Je vous dis je vous décris l'accord que moi je vois comme l'accord préféré, c'est-à-dire l'accord dans le cadre qu'on a fait en novembre, c'est-à-dire 3 prisonniers palestiniens pour chaque otage israélien, libérer 12 otages chaque jour. Et vous savez, je ne vois pas ce genre de proposition sur la table aujourd'hui. Il n'est pas réaliste. Alors, il faut se poser la question, pourquoi le Hamas, alors qu'on fait plus de pression militaire sur le Hamas aujourd'hui qu'en novembre, pourquoi le Hamas toujours vient à la table de négociation avec des exigences quand même? Alors, pour moi, ça indique qu'il n'y a pas, peut-être pas assez de pression sur le Hamas. Et ce ne sera que par la pression militaire que le Hamas va peut-être renoncer à une partie de ses exigences. Bien évidemment, comme on l'a fait avec l'opération héroïque où on a ramené 2 otages par une opération militaire, on n'attend pas à ce que tous les otages soient libérés d'une telle façon, mais quand même, il faut continuer de le faire parce que plus d'opérations de telles opérations peut-être vont améliorer le prix au cours de négociations. Alors, tout de même, Or, on va dire que même si on n'a pas d'infos exactes sur l'accord en question, on a au moins une constatation qui est que les deux délégations israéliennes et celle du Hamas sont en ce moment même au même endroit au Qatar et discutent avec les médiateurs, que ça soit les États-Unis, la France, le Qatar ou l'Égypte. Et donc c'est vrai que de ce côté-là, on peut se permettre de dire qu'il y a sans doute plus de discussions ou plus de possibilités d'avancer que quand ils étaient chacun de leur côté ou que Israël n'avait pas encore envoyé sa délégation ou que le Hamas refusait même de discuter si Israël n'arrêtait pas complètement la guerre à Gaza. C'est pour ça, en fait, que tout de même, on se dit que là, il y a des contacts et donc que les discussions avancent, en tout cas plus qu'elles n'ont avancé depuis le mois de novembre de l'année dernière. Oui, absolument. Je pense que en général, il est toujours préférable d'avoir de tenir des négociations que de ne pas le tenir. Mais allez, il faut se rappeler aussi que il s'agit pas d'un État, d'un pays normal quand même. On est en train de négocier avec le Hamas, c'est un peu comme négocier avec Al-Qaïda ou Daesh. C'est-à-dire, il s'agit d'une organisation terroriste dont l'intérêt est la préservation de la bataille, de la préservation de la lutte armée. Et moi, je pose la question, pourquoi l'Iran n'est-il pas présent dans la table de négociation, autour de la table de négociation? Je vous rappelle que c'est l'Iran, le grand patron de Hamas, qui est derrière l'organisation, qui finance, je sais pas si 90%, mais une partie importante du budget du Hamas. En fait, oui, on a eu les négociations à Paris, puis au Caire, et là à Doha, au Qatar. Alors, bien évidemment, si on conclut un accord dans les jours qui viennent, bon, il est préférable de conclure un accord où on verra des dizaines de otages qui reviennent chez eux. Mais comme vous l'avez précisé, je pense qu'il est irréaliste d'attendre qu'Israël
renoncera à tous les objectifs de la guerre. Il est irréaliste d'attendre qu'Israël va, vous savez, évacuer tous les soldats de Tzal, tous les troupes de la bande de Gaza, renoncer à l'objectif principal de la guerre, qui est l'occupation en fait de la bande de Gaza, la démolition du régime de Hamas et en fait changer la réalité à la bande de Gaza pour des générations à venir. Il est irréaliste d'attendre qu'Israël, surtout après le 7 octobre, va renoncer à toutes ces exigences-là. Bah, mais ici, le Hamas donne son accord pour vous savez, pour un cadre, d'accord, qui est plus ou moins, qui ressemble plus ou moins à l'accord de novembre. Alors, bien évidemment, on peut avancer. Alors justement, c'est vrai qu'on a tout de même plusieurs bruits, hein, Or Issachar, depuis que ces négociations ont commencé. Les derniers en date, c'est ceux d'un journal qatari, Al Arabi Al Jadid, qui disait ce matin qu'il y avait tout de même un certain nombre de points d'accord, mais que les détails en fait restaient un obstacle. On parlait notamment du nombre de camions d'aide humanitaire qui doivent rentrer dans la bande de Gaza chaque jour. Le Hamas semble exiger 400 à 500 camions par jour alors que c'était 200 camions seulement lors de la dernière trêve. Et puis, un autre différent, toujours selon ce journal qatari, c'est le retour des réfugiés vers le nord de la bande de Gaza. À Paris, Israël avait semblé accepter un retour partiel des réfugiés palestiniens, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des personnes âgées, mais pas des hommes. Et visiblement, le Hamas exige le retour total de toute la population. Oui, alors, sur tous ces éléments-là, on peut négocier quand même. C'est pour ça que j'avais dit que il faut pas jouer carte sur table. C'est-à-dire, si on veut faire revenir la population au nord de la bande de Gaza, si on veut ramener plus de camions d'assistance humanitaire dans la bande de Gaza, tout ça est bien, bon, c'est raisonnable. Bah, il faut négocier. Mais quand même, il faut pas attendre à ce qu'Israël renonce à toutes ses exigences. Il faut pas, par exemple, attendre à ce qu'Israël retire toutes les troupes de la bande de Gaza et en fait renonce à l'objectif principal de la guerre. Bah, si par exemple on fait revenir la population vers le nord de la bande de Gaza, est-ce qu'on va faire, par exemple, qui sera l'administration qui va gérer la partie nord de la bande de Gaza? Parce que de façon réaliste, en fait, je pense que Tzal doit mettre des plans sur la table pour, en fait, installer, on peut dire un régime militaire, mais c'est une expression un peu dure, mais un régime militaire temporaire jusqu'au moment où des administrations palestiniennes locales vont gérer la population, alors que Tzal va préserver une liberté d'opération à l'éternité, quand même, à des générations à venir. On va pas mettre notre sécurité nationale aux mains, par exemple, de l'autorité palestinienne, bien évidemment non pas celle de Hamas. Et on peut négocier quand même. Moi, personnellement, j'ai aucun problème que plus de camions d'assistance militaire vont entrer dans la bande de Gaza. Tout va bien. Mais quel sera le prix? Si le prix, par exemple, comme le Hamas avait exigé, 500 prisonniers palestiniens pour chaque otage israélien, et tous les otages vont se faire libérer un otage par jour. Bon, alors ça, c'est un prix irréaliste et ils comprennent pas la situation, à mon avis. Bon, c'est vrai qu'on était plutôt sur 10 prisonniers libérés par otage, en tout cas sur les dernières infos qu'on avait, mais pas forcément par jour. Ma dernière question, Henri Sahar, vous mentionniez l'autorité palestinienne. Justement, cette semaine, le gouvernement de l'autorité palestinienne a remis sa démission à Mahmoud Abbas. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi l'avoir fait en ce moment, en plein milieu de cette guerre à Gaza? Bon, Mahmoud Abbas, je pense qu'il a un intérêt de préserver son régime, de préserver en fait le contrôle de l'autorité palestinienne sur la population palestinienne à la Judée et Samarie. Je sais qu'en Europe on dit West Bank, à la Cisjordanie. Alors moi, Non, sur Radio Judaïka, on dit Judée-Samarie. voilà, très bien. Alors on dit la Judée et Samarie. Mais en fait, je vois parfaitement la raison pour laquelle Mahmoud Abbas en fait, a l'intérêt de préserver son régime. Ça, c'est logique. Mais en fait, à mon avis, la communauté internationale, surtout Israël, ne doivent pas coopérer avec ce genre des exigences. Vous savez, c'est pendant des décennies,
on voit Mahmoud Abbas, Yasser Arafat, l'autorité palestinienne, en fait, rate la volonté de mettre fin au conflit. Et je pense que euh, je peux comprendre pourquoi ils le font, parce qu'Israël, historiquement, traditionnellement, Israël a préservé le régime de l'autorité palestinienne pour en fait se débarrasser de ce problème qui s'appelle la question palestinienne. Bah, mais en fait, on voit bien que ce genre de recette ne marche pas et il faut chercher ailleurs, c'est-à-dire des administrations palestiniennes locales qui géreront la vie quotidienne alors que Tzal va préserver la liberté d'opération partout dans le territoire. Comme Benjamin Netanyahu a dit, liberté d'opération partout à l'ouest du fleuve de la Jordanie. Et moi, j'ai le sentiment que, en fait, le monde commence à se rendre compte de ce genre de prospect, de scénario. Bah, mais il faut faire, à mon avis, davantage de pression sur les États-Unis, sur l'Europe, mettre peut-être c'est pour cela qu'en fait on a établi un site web qui s'appelle warinisrael.org, guerre en Israël en fait, warinisrael.org, qui en fait divulgue toutes les informations pertinentes, combien de roquettes, combien de tués, combien de camions d'assistance humanitaire entrent dans la bande de Gaza tous les jours, des analyses de sécurité. Et moi j'ai le sentiment que malgré, vous savez, la religion des deux États, euh, une fois qu'on sait davantage sur ce qui se passe vraiment sur le territoire, on va se rendre compte que de façon réaliste, on peut pas attendre ce que Israël va, comment dire, installer l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Il est irréaliste et si on Merci. prend, oui, et si on voit les déclarations de Mahmoud Abbas et les hauts responsables de l'autorité palestinienne, on comprend très bien la raison. Merci beaucoup, Or Issachar, spécialiste de l'Iran, membre des Bitronistim, les sécuritaires. À bientôt et bonne journée à vous. À bientôt, les gars. Merci beaucoup à Nir Ozachar, Issachar, j'y arriverai, Vous ma l'avez chère Lise. rebaptisé, Didier. Oui, mais voilà, c'est comme ça. J'étais un petit peu à autre chose au niveau technique. Bien, la question du jour pour demain, il faut qu'on aille vite. Les Israéliens, selon vous, vont-ils changer, oui ou non, d'orientation politique après la guerre contre le Hamas? Les Israéliens vont-ils changer d'orientation politique après la guerre, oui ou non, d'ici quelques minutes? Comme d'hab, Twitter, X, c'est-à-dire anciennement Twitter, Facebook et Insta, pour nous donner votre avis. On aura le résultat du mini-sondage demain matin.